mot peut changer beaucoup de choses. Enfin, je pense qu'on va voir ça tout de suite. Et donc, on t'écoute, Catherine. Oui, c'est ça. En fait, le mot est beaucoup plus représentatif de ma communication, comme vous allez le voir, donc survivance. La barbe, le tabac, la bravoure et la force ne sont que quelques exemples des nombreux éléments connotés virils depuis la Grèce antique. Ils constituent le fondement du stéréotype de la masculinité qui était observé en France par les jeunes hommes jusqu'à la seconde moitié du 19e siècle. La formation du jeune homme se trouve ponctuée de multiples épreuves et de rites qui visent à le faire passer du statut d'enfant à celui d'adulte. S'intéresser à la problématisation du jeune homme au 19e siècle, c'est donc étudier le degré d'importance de ces rites de la virilité dans sa formation. Pour ce faire, nous nous proposons de restreindre notre champ d'étude à une œuvre de Zola, Pobouille, publiée en 1882, dont le héros est Octave Mouret, un jeune bourgeois qui, on le verra, ne reprend les stéréotypes antiques de la masculinité que pour mieux se les approprier. Octave apparaît pour la première fois dans le roman La Conquête de Plassans, sous les traits d'un jeune adolescent que son père, François Mouret, enverra en formation dans une maison de commerce de Marseille. On retrouvera ensuite Octave dans Pobouille, qui est devenu un jeune homme séduisant de 22 ans, qui vient s'établir à Paris dans le but de s'élever socialement et professionnellement. Il se présentera finalement dès les premières pages du roman Le Bonheur des Dames, comme un grand commerçant, veuf depuis peu, bref, comme un homme fait et établi. Par ailleurs, Octave sera le seul protagoniste masculin de Zola à réussir socialement et professionnellement, outre Aristide Saccar, qu'on le retrouve dans les romans La Curée et L'Argent. Il apparaît donc très intéressant pour cette journée d'études d'examiner les rapports qu'entretient Octave Mouret avec les conventions de la jeunesse bourgeoise, ainsi qu'avec les stéréotypes de la masculinité dans Pobouille, pour tâcher de comprendre pourquoi et comment Octave a réussi à devenir un homme fait alors que les autres jeunes hommes n'y sont pas parvenus. Une approche ethnologique centrée sur les concepts de l'ensauvagement et de la ruse servira de base à ma démonstration. Je diviserai mon propos en 4 sections: le stéréotype masculin antique, l'ensauvagement d'Octave, la problématisation de la masculinité bourgeoise, et je terminerai avec quelques mots sur la figure du parvenu. Dans son essai L'image de l'homme, l'invention de la virilité moderne, George Moss note une résurgence du stéréotype masculin de la Grèce antique dans les sociétés modernes, notamment dans la France du XVIIIe et XIXe siècle. On fait alors du corps sculpté et athlétique grec le modèle de virilité par excellence. L'équilibre, la symétrie et la mesure sont 3 qualités physiques qui s'appliquent également à l'âme du sujet dans la logique physiognomonique de l'union du corps et de l'esprit. Pour accéder à cet idéal, les jeunes hommes grecs de l'Antiquité devaient se soumettre à de multiples rites et épreuves qui visaient à forger leur corps, leur esprit et également leur virilité. En effet, tout homme naît masculin, mais pas nécessairement viril. À partir de 16 ans, les garçons devaient donc conquérir leur virilité et constamment l'entretenir par la suite. 2 modèles de rites ont été observés par les ethnologues, ceux des Athéniens et ceux des Spartiates. En ce qui nous concerne, nous ne nous attarderons qu'au second. Le processus initiatique des jeunes Spartiates se déroulait entre leur 16e et 18e année. Une petite faction d'élite, les cryptes, représentait tous les jeunes hommes liminaires de la cité et partaient pendant près d'1 an s'ensauvager complètement dans les terres frontalières. C'était faiblement armés et devaient chasser les esclaves aux ilotes en fuite. Pour ce faire, ils devaient user de ruses, à la fois pour combattre et pour survivre dans cet environnement hostile. Parallèlement à cette épreuve, les cryptes devaient se familiariser avec la bassesse, l'indécence et la vilainie par le biais de divers rituels, de manière à éprouver leur honneur. En bref, la ruse, l'honneur et le courage sont 3 valeurs qui jouent un rôle dominant dans la formation des jeunes garçons spartiates. On retrouvera donc cet idéal masculin et les rites qui l'entourent sous diverses formes dans l'Europe moderne, mais leurs fondements et les valeurs qu'ils déploient resteront inchangés. Or, dans la foulée des mutations qui ont marqué la seconde moitié du 19e siècle français, nous remarquons que ces stéréotypes tendent à s'effrouter. Déjà mis à mal par la Révolution française il n'y a pas si longtemps, les symboles de la masculinité et de la virilité que doivent observer les garçons en formation se retrouvent une fois de plus ébranlés. En effet, la masculinité des jeunes hommes devient ainsi de plus en plus difficile à forger en l'absence de modèles virils forts tels que le soldat ou l'empereur qui incarnaient ces stéréotypes. Les personnages masculins dans les romans de la seconde moitié du 19e siècle français se présenteront ainsi comme les témoins de cette instabilité sociale et identitaire des garçons de l'époque. Marie Scarpa remarque dans ses travaux qu'ils sont ainsi très souvent des personnages liminaires, c'est-à-dire non initiés, mal initiés ou même surinitiés.
Ils ne sont pas parvenus à franchir la phase liminaire pendant laquelle ils font l'expérience des frontières et de l'altérité dans le but de forger leur propre identité. Or, dans Pot-Bouille, Octave semble échapper à cette tendance, et nous constatons d'ailleurs une survivance de plusieurs éléments du stéréotype traditionnel dans ce roman qui se veut le récit de la formation de la virilité de ce jeune homme. Le roman s'ouvre sur l'arrivée d'Octave seul à Paris, où il logera dans une maison bourgeoise qui a toutes les caractéristiques du « bien comme il faut ». Façade de pierre à peine roussie, encadrement des fenêtres et du balcon ouvragé, escalier chauffé couvert d'un élégant tapis rouge, etc. Même les locataires, qui sont méticuleusement présentés par M. Campardon, semblent être des gens très bien. On dénombre entre autres un architecte, un commerçant, un ancien notaire et un conseiller à la cour d'appel. Ainsi, Octave, qui se présente de prime abord comme un jeune homme assez naïf et impressionnable, se dit conquis, séduit, enchanté par ce trop bien bourgeois qui ne semble émaner que de cette demeure d'ailleurs. En effet, Octave est venu à Paris avec une vision illusoire de la capitale et il désenchantera dès les premières pages du roman. Je cite « Les jurons des cochers tapant sur les chevaux qui s'ébrouaient, les coudoiements sans fin des trottoirs, la file pressée des boutiques débordantes de commis et de clients l'étourdissait. Car s'il avait rêvé Paris plus propre, il ne l'espérait pas d'un commerce aussi âpre. » Fin de la citation. Pour ce bourgeois provincial, il s'agit donc là d'une plongée dans l'altérité, un monde qui s'oppose complètement aux antipodes du sien, c'est-à-dire de Plassans. Rappelons que Plassans est une ville française inventée par Zola pour servir de base à sa série des Rougon-Macquart, mais d'aucuns diraient qu'elle serait inspirée d'Aix-en-Provence. Dans tous les cas, elle est décrite comme une ville provinciale par excellence qui s'oppose en tout point à Paris. Dans son ouvrage Le Chasseur noir, Vidal-Naquet note qu'il est essentiel que les jeunes hommes fassent la rencontre de cette altérité pour se forger. Ce rite suppose que pour avoir accès à la culture, le garçon doit assimiler complètement son envers, en convoquant à la fois une altérité spatiale et temporelle, et ce, en 3 étapes. La séparation, l'expérience de la marge, puis l'agrégation. Il permet donc de passer du quotidien à l'exceptionnel pour retourner à un quotidien désormais maîtrisé et assumé. Cette expérience de l'altérité doit toutefois être vécue entre garçons du même âge qui agissent à la fois comme des guides et comme témoins de cet ensauvagement. En effet, Octave arrivera seul à Paris, mais il se liera rapidement d'amitié avec Trublot et Gueulin, 2 jeunes hommes qui assistent fréquemment aux soirées mondaines de la maison, même s'ils n'y vivent pas. Ces 2 personnages correspondent tout à fait à la définition donnée par Marie Scarpa du personnage liminaire, soit celui qui n'est jamais parvenu à accomplir correctement le rite initiatique et qui ne peut donc pas accéder au statut d'homme. Il demeure donc dans cet espace flou qu'est la marge, ni enfant ni adulte. Dans les romans, il s'agit là souvent de la situation des personnages secondaires qui mettent du même coup en relief les exploits du héros. En effet, Gueulin et Trublot apparaissent comme faisant partie intégrante de cet espace liminaire qu'est l'immeuble bourgeois de la rue de Choiseul. Il s'y trouvait à l'arrivée d'Octave et y reste au moment de son départ. Aucun d'eux n'est marié et n'a situation prestigieuse, et il chasse ainsi les femmes à la première occasion. Gueulin est décrit dans le texte comme un petit homme aux cheveux hérissés roux à la figure blême, qui rit comme une poulie mal graissée et qui dépend de la bourse de son oncle Bachelard, lui-même un éternel enfant. Quant à Trublot, bien qu'il aille la carrure d'un mâle solide, sa myopie et son entêtement à demeurer célibataire l'empêchent de se tailler une réputation convenable en société. Finalement, ils adoptent tous les 2 des comportements enfantins et, je cite, « ils ricanent dans un coin en s'allongeant des tapes, s'emportent et portent leur attention sur les bonnes plutôt que sur la conversation générale. » Ainsi, leur présence en est devenue à ce point insignifiante que Madame Campardon, qui avait des politesses à rendre à Trublot, l'invite pour manger, mais le fait asseoir à table, dit le texte, à côté de Saturnin qui n'avait jamais pu manger proprement. Ces jeunes hommes auront toutefois un rôle très important à jouer dans le développement d'Octave, car c'est grâce à eux qu'il va être en mesure de mieux s'intégrer dans cette nouvelle société. Trublot deviendra un confident et un bon ami qui le mettra au fait des nombreuses intrigues et secrets de la maisonnée. En effet, tout l'univers liminaire dans lequel s'immerge Octave en début de roman est un trompe-l'œil, car vu de l'extérieur, tout est vertueux et honorable, mais dès lors que nous pénétrons à l'intérieur, c'est sale et honteux. Octave lèvera un à un les voiles de cette mise en scène avec l'aide de Trublot, en prenant de plus en plus part à cette vie bourgeoise, jusqu'à ce qu'il, et je cite, fasse son trou dans la maison, comme un trou de duvet où il avait chaud. Fin de la citation.
Cette inclusion culminera lors de son entretien avec Trublot dans les combles. En effet, les deux jeunes hommes seront témoins de la conversation des bonnes alors qu'elles sont aux fenêtres de leurs cuisines respectives, qui insultent et se moquent de leur maître alors que ces derniers, dit le texte, traînaient encore dans leurs pantoufles. Cette cour arrière s'oppose donc par sa saleté à la façade de la maison. Elle en est l'envers, mais également le cœur, auquel on n'a accès que par les fenêtres des cuisines ou des combles. Il s'agit donc de l'arrière-scène de la pièce de théâtre à laquelle se livrent les habitants de la maison. C'est à partir de ce passage où Octave a été complètement exposé à cet envers bourgeois, donc complètement ensauvagé par son contact avec la dureté du langage, la nature des propos et l'aspect même de la cour, qu'il a vraiment pu être considéré par tous comme l'un des leurs, car il connaissait désormais tous leurs secrets et participait donc lui-même à la mascarade en les protégeant. De plus, la question de la sexualité se présente comme étant assez révélatrice de cette initiation d'Octave par ses pairs. Anne Marisson, dans son essai intitulé « Sois un homme », considère que la sexualité du jeune homme constitue enfin un rite initiatique en soi, en cela que la fréquentation des maisons closes est une pratique courante et encouragée par les jeunes hommes du même âge. Sonne fait toutefois ce constat dans le cas des garçons provinciaux. Pour ce qui est de la petite bourgeoisie parisienne, nous remarquons que ce rite a également cours, mais la bonne serait ici substituée à la prostituée chez les jeunes bourgeois. En effet, la ménagère est bien souvent une prostituée occasionnelle, autant pour les maîtres que leurs invités. Pensons notamment à Trublot, qui se glisse furtivement dans les cuisines de ses hôtes pendant les soirées pour aller, dit-il, pincer les fesses de quelques bonnes. Autre exemple, Adèle, la domestique des Josserand, qui doit supporter les assauts sexuels à la fois du maître et du fils, suite auquel elle a enfanté seule et en silence dans sa chambre. La fréquentation des chambres des bonnes dans les combles semble être une pratique admise par tous les hommes et les jeunes hommes du roman. Trublot ressentira d'ailleurs le besoin de s'en vanter à Octave alors que ce dernier n'en demandait pas tant. Il lui fera visiter la chambre de sa plus récente conquête, Julie, et il dévoilera du même coup ses astuces pour la séduire. Au récit de Trublot, Octave, ignorant tout de ce tabou bourgeois, écoutait et, avec, et je cite, un air de dégoût, surpris et un visage de plus en plus pâle. Or, les domestiques de la maison sont toutes décrites comme laides, sales et maigres. Il n'y a donc aucun honneur à tirer de leur conquête. D'ailleurs, Trublot n'aura jamais le courage d'admettre à Octave qu'il entretient une relation avec Adèle, la plus crasseuse des cuisinières. À la question de son ami à ce propos, il répondra « Non, par exemple, pas avec ce torchon, pour qui me prenez-vous, mon cher ?» Ainsi, la séduction des bonnes est ici dévalorisée, alors qu'il s'agit d'une étape importante dans la formation des garçons. Tous fréquentent les chambres des bonnes dans les combles, mais personne n'en tire d'honneur, ce qui est somme toute problématique. Les hommes ne peuvent donc pas forger leur virilité par ces relations de pouvoir sur des femmes qui leur sont assujetties. Dans ce cas, ils peuvent trouver une certaine forme d'honneur grâce à un enrichissement dû à la réussite professionnelle ou bien une réussite familiale, c'est-à-dire en sachant contrôler sa femme. Ce qui est intéressant dans notre roman, c'est qu'aucun homme bourgeois n'a atteint ces deux prémices pour pouvoir se présenter devant les autres comme un homme viril et donc honorable. Pensons à M. Josserand, qui doit travailler en cachette la nuit pour ne pas dévoiler aux autres sa situation financière précaire. Pour sauver l'honneur de son mari, Mme Josserand a d'ailleurs une devise des plus révélatrices. « Lorsque j'ai eu 20 sous, j'ai toujours dit que j'en avais 40. » Le cocuage est également une situation très fréquente dans Pot-Bouille, notamment à cause d'Octave. En effet, il aura des rapports sexuels avec Berthe et Marie Pichon, en plus des avances qu'il a faites à Valérie, Madame Édouin et Madame Juseur. Notons d'ailleurs qu'il est très probable qu'Octave soit le père biologique du second enfant de Marie. En effet, à l'annonce de sa grossesse, son mari, dit le texte, a paru tout étonné de la chose qu'il a lui-même qualifiée d'impossible, faute d'avoir eu des rapports sexuels avec sa femme récemment. Il ne pouvait pas avouer devant tous qu'il a été fait cocu pour sauver son honneur. Il a donc reconnu l'enfant sans scandale ni coup d'éclat, de manière à ce que personne ne soit au courant des aventures d'Octave et de Marie. Il en est de même pour Théophile, qui dissimule les sorties hebdomadaires de sa femme Valérie, alors que même les bonnes connaissent les véritables motifs de ce qu'elle appelle ses promenades. Cette question de l'adultère est d'autant plus primordiale à terre pour les hommes puisqu'elle concerne directement leur virilité. En effet, un homme cocu est aux yeux de tous un mâle impuissant, et qui n'a donc aucun honneur. Ainsi, faute de posséder une véritable virilité, ces hommes en enfilent le masque.
En effet, la dissimulation des vices est une entreprise déterminante pour le maintien de l'honneur des hommes de la maison. Il s'agit donc pour les mâles de se créer un personnage viril et puissant qui vise à tromper les gens qui l'entourent. Les bourgeois de la rue de Choiseul affichent donc une virilité feinte, simulée plutôt qu'une véritable virilité basée sur des critères traditionnels du courage et de la ruse. On retrouve donc dans Pobouille deux types d'hommes. Les éternels enfants, pensons à Saturnin, Trublot, Gueulin et Bachelard, et les faux virils, comme M. Campardon, M. Josserand, les frères Vabre et Duveyrier. Octave Mouret, quant à lui, tourne le dos à ces deux modèles de masculinité bourgeois et suit plutôt le modèle du parvenu, du self-made man selon la terminologie d'André Roche. Le parvenu se distingue par ses qualités personnelles qui entraînent une réussite professionnelle et enfin une reconnaissance sociale. Je cite Roche. De l'adolescence à la sortie de la carrière s'ordonne ce désir d'élévation dans la hiérarchie. En un mot, c'est autour de la mobilité sociale, de la carrière que se joue une vie d'homme lorsqu'il appartient à cette classe. Fin de la citation. Il s'agit là du regain d'une masculinité offensive qui avait été écartée au profit d'une masculinité maîtrisée chez les bourgeois depuis la seconde moitié du 19e siècle. En effet, être viril ne signifierait plus être le plus fort, mais plutôt réussir professionnellement. En d'autres mots, devenir un homme d'affaires. Le héros serait donc celui qui parviendra à s'ériger une carrière commerciale par lui-même, sans l'aide de son père ou d'un quelconque héritage. Du coup, Octave mettra tout en œuvre pour arriver à ses fins, sacrifiant ses fantasmes de jeune bourgeois pour ne s'intéresser qu'aux femmes influentes. Berthe, la copropriétaire de la boutique de soirée du rez-de-chaussée, Madame Édouin, la propriétaire de la boutique Au Bonheur des Dames, Valérie, la femme aisée du propriétaire de l'immeuble. Il s'agit là de la condition sine qua non que doit assumer Octave pour pouvoir conquérir sa virilité. Pour y arriver, il devait ou bien se marier avec une commerçante veuve, on sait que M. Édouin mourra quelques mois plus tard, ou bien avec une femme riche qui lui procurerait de l'argent pour ouvrir sa propre boutique. Or, la conquête de ces femmes plus âgées et souvent mariées par Octave se présente comme un défi des plus colossales, un passage obligé auquel se butera ce jeune homme aussi naïf qu'inexpérimenté. En fait, nous pourrions considérer qu'il s'agit là de l'épreuve la plus déterminante pour notre jeune homme dans son passage dans l'espace liminaire qu'est l'immeuble bourgeois de la rue de Choiseul. Pour la surmonter, Octave s'est d'abord complètement embourgeoisé, entendre ensauvager, de manière à avoir la totale confiance des hommes et des femmes de la maison. Il connaissait et protégeait leurs secrets les plus scandaleux les uns que les autres, agissait en gentilhomme avec les dames lors des soirées mondaines et participait même à la chorale de Madame Duveyrier. Ensuite, Octave a dû se montrer particulièrement rusé pour réussir à tirer son épingle du jeu en se servant des différentes personnes qui l'entouraient. Ses relations avec les hommes lui permettaient d'entrer en contact avec les dames, et leur contact à elles lui permettrait de progresser professionnellement. Il a donc fait usage de la ruse à la manière des jeunes Spartiates qui devaient ruser pour survivre durant leur séjour de 2 années dans les terres aux frontières de leur cité. Il s'agit là d'une qualité importante à démontrer pendant le rite traditionnel grec qui fait résurgence chez le parvenu. Ainsi, Octave a dû se montrer rusé pour séduire les femmes qu'il convoitait et pour tromper la vigilance de leur mari. Il se donnait tout d'abord une limite de temps, de quelques mois, donc 6 dans le cas de Madame Édouin, pour les charmer. Il misait avant tout sur son physique qu'il disait lui-même avantageux et notamment sur ses yeux d'or. Il leur faisait ensuite la cour en leur achetant de multiples présents. Cette étape a été particulièrement difficile dans le cas de Berthe, qui s'est montrée gourmande en cadeaux, mais avare en remerciements, à un tel point qu'Octave a dû en mettre un grand nombre à crédit. Octave tente ensuite de les entraîner au lit. Cette approche par les sentiments lui permettrait, selon son plan, d'avoir un contrôle plus grand sur elles et donc sur leur magasin. Or, pendant tout le roman, le pauvre Octave essuie les revers. Valérie n'a tout simplement jamais été séduite, Madame Édouin s'est avérée beaucoup plus vertueuse que prévu, et Berthe l'a littéralement flouée avec ses demandes en cadeau. Il n'aura toutefois pas l'occasion d'aller chercher des conseils auprès de ses pairs, puisque les dames qu'il convoite sont mariées, et qu'il est donc mal vu pour lui de les fréquenter. De plus, les hommes qui l'entourent ne constituent en rien des modèles de masculinité à suivre. Il est, sur ce plan, laissé à lui-même. On le retrouve donc accablé, exaspéré, se sentant ridicule devant toutes ces femmes dont il ne savait que faire et qu'au fond, il ne désirait pas vraiment. Ses efforts se trouveront toutefois récompensés à la toute fin du roman, alors qu'il retourne travailler à la boutique Au Bonheur des Dames après la mort de M. Édouin. Il avait d'ailleurs abandonné tout espoir de conquérir Madame Édouin. C'est pourtant avec elle qu'il se mariera et il atteindra du même coup son objectif professionnel. On suivra ensuite le déroulement de ses multiples projets de grandissement dans le roman Au Bonheur des Dames,
qui témoignent de la permanence de son succès. En guise de conclusion, Octave se présente donc comme le seul personnage en Pobouille qui ait suivi un modèle de masculinité semblable à celui qui avait foi et loi dans l'Antiquité grecque, soit celui du parvenu. Il s'est d'abord complètement ensauvagé et a usé de ruses pour pouvoir atteindre ses objectifs professionnels. Or, le modèle spartiate a dû être quelque peu modifié pour mieux représenter la réalité socio-économique de la seconde moitié du 19e siècle. En effet, les qualités de la force et du courage ne semblent pas valorisées chez les personnages du roman. Du coup, les épreuves viriles sont davantage de nature amoureuse que physique. Il s'agit dans ce cas de conquérir le cœur de dames influentes plutôt que d'affronter ses compagnons liminaires dans des duels. Ainsi, les autres jeunes hommes se posent plutôt comme des guides et des témoins de l'ensauvagement d'Octave que comme des rivaux directs, car eux ne tendent pas aux mêmes objectifs personnels, affectifs et professionnels. Ils participent donc à mettre en relief la réussite d'Octave par leur rôle de personnages liminaires qui ont choisi d'adhérer au modèle de masculinité de l'homme plume et de l'homme enfant enseigné par les hommes de la maison de la rue de Choiseul. Ainsi, dans Pobouille, nous assistons non seulement à la résurgence, mais à la victoire du modèle masculin traditionnel, ce qui constitue en 1882 un élément somme toute surprenant. En effet, le mâle fin de siècle bat son plein, et ce roman de Zola sera suivi de plusieurs autres qui mettent toujours en scène des jeunes hommes problématiques qui symptomatisent ce mâle. Comment alors interpréter ce roman? Peut-être que le personnage du parvenu, un des derniers vestiges d'une masculinité traditionnelle, se présente-t-il comme une figure rassurante et stable après les nombreuses révolutions subséquentes qu'a connues la France. Quoi qu'il en soit, il porte en lui également les symptômes des changements sociaux. N'est-il pas celui qui réussit à se construire avec peu de moyens une réputation et une virilité sur des fondements instables, chancelants, tout comme devra le faire sa nation? Bref, il est tout de même intéressant de noter qu'il se glissera de plus en plus de parvenus à travers tous les personnages de jeunes hommes qui prennent vie dans les romans de la seconde moitié du 19e siècle.